Salut à toi, cher auditeur. Bienvenue à ce podcast numéro 3, où je vais te parler d'une réponse que j'ai donnée à une des abonnées qui est venue me trouver sur Facebook. Alors, elle a vraiment creusé. On me reproche souvent de ne pas être suffisamment visible. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Et donc, du coup, je ne suis pas concentrée que sur l'analyse de scénario, que l'analyse des personnages. Je fais également de l'écriture autobiographique et thérapeutique. Donc du coup, ayant plusieurs casquettes, j'ai plusieurs YouTube et j'ai aussi plusieurs Facebook. Donc pour le coup, elle a réussi à me trouver. Bravo à toi, Jess, et merci aussi pour ta question qui est la suivante: comment introduire son méchant? En fait, dans son histoire, elle me demandait comment introduire son méchant puisque son méchant est un méchant un peu à la Voldemort, très caché, très secret. Son ombre et son aura troublent les personnages principaux, qui vont s'évertuer à l'arrêter durant tout le tome 1 puisqu'il s'agit d'une saga, mais le méchant, n'est pas visible avant les 3/4 du livre. Donc du coup, elle me demandait est-ce que c'était normal et comment faire pour pouvoir l'introduire? Est-ce qu'il valait mieux utiliser des flashbacks ou pas? Sachant que j'ai une vidéo qui parle de flashbacks et qui déconseille le fait de surabuser, de surabonder son livre de flashbacks, puisque, ben, ça va empêcher au lecteur de suivre l'histoire telle qu'elle est. Il y a plein de raisons qui font que pour moi le flashback n'est pas une bonne technique, en tout cas pas une bonne technique à utiliser, en systématique. C'est-à-dire on veut expliquer un truc, hop, un flashback. C'est pas comme ça, il faut être beaucoup plus subtil que ça et ça se travaille, à force d'écrire en fait, quand on se rend compte que les choses sont trop énormes. Le truc c'est que, là tout de suite, je vais pas débattre du bien fondé du flashback ou pas. En vrai, je suis en train de partir en cacahuète dans mon podcast. Ce que j'essaie de dire par là, simplement, c'est que les flashbacks, c'est bien, mais avec parcimonie. Et surtout, il faut pas que le flashback vienne grappiller sur le suspense, sur le mystère. Et le truc avec les bons méchants, les méchants qui tiennent en haleine, c'est qu'ils sont mystérieux. Et qu'ils arrivent à 3/4 du livre, ça pose pas de problème, bien au contraire, si et seulement si on a mis en place une réputation. Alors, je vais m'expliquer en prenant l'exemple de Voldemort. Voldemort qui est un méchant, ben, bien connu de la saga Harry Potter et au final, c'est un méchant qui, si on observe bien, n'est jamais présent dans, allez, 3/4, voire 4/5 du livre. Il est présent, mais sous forme d'aura, comme un fantôme qui reste là, dans l'esprit de chaque personnage, mais il n'est jamais présent physiquement pendant l'enquête, pendant l'énigme que Harry Potter s'évertue à résoudre, pendant les 3/4 du livre. Et la résolution de cette énigme mène directement à Voldemort. Il y a le combat final, le climax et la fin jusqu'au tome suivant. Voldemort n'est pas un méchant extraordinaire, il n'est pas extrêmement complexe, c'est pas un méchant psychologique non plus. Il veut tuer Harry Potter, c'est la seule chose qu'on sait de lui et c'est un méchant extrêmement méchant. Un peu le cliché comment on appelle ça? Du génie du mal, en fait. C'est un cliché concrètement, un personnage très méchant, tu sais pas trop pourquoi, mais il l'est et il veut conquérir le monde, avoir tous les pouvoirs pour lui. Un méchant, très peu nuancé, où on voit très peu ses bons côtés. Voldemort n'en a pas d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est pas un méchant qui est très complexe. C'est un méchant qui est difficile à battre plus ou moins quand on est un enfant et qu'il s'agit d'un super sorcier. Mais pour le coup, c'est pas un méchant qui psychologiquement, casse, 3 pattes à un canard. Mais qu'est-ce qui fait que Voldemort est un bon méchant? Eh ben, c'est à cause de 3 choses. 3 choses qui vont faire qu'il est bon. Déjà, la première chose, c'est sa réputation. Avant même d'avoir vu Voldemort, dès l'entrée de jeu dans Harry Potter, la première chose qu'on entend, c'est: «Chut, ne parle pas de lui». C'était quoi déjà la phrase? «L'homme sans nom» ou «Celui dont on ne doit pas prononcer le nom» et du coup, cette réputation jette un aura, assez mystérieux sur ce méchant qui fait que, on commence à le craindre tout doucement, on a envie d'en savoir plus, ça nous intrigue énormément, donc on continue à lire sans trop savoir à quel moment il va apparaître et à quel moment il va frapper. Mais en tout cas, on avance et on sait qu'il est là quelque part, tapis dans l'ombre, mais on ne sait pas, pourquoi ni comment il s'en prend à Harry Potter à ce stade-là. La deuxième chose qui rend Voldemort très bon, c'est qu'il s'en prend à un enfant. Donc on sait que les parents d'Harry Potter sont morts en le protégeant. On ne sait pas encore pourquoi il s'en prend à lui. Bon, après on apprendra que c'est une prophétie à la Mormoineux, façon, Jésus-Christ. En gros, il s'agit de l'élu qui va venir te buter et donc du coup tu butes, l'enfant censé te buter, bref.
qu'importe. Je suis pas très convaincue par cette histoire, mais le truc, c'est que Harry Potter est bien tissé sur bien d'autres plans. Le monde, le world building, l'intrigue aussi, l'intrigue qui est, systématique, hein. C'est carrément une énigme systématiquement, avec bien sûr tous les éléments du monde qui viennent la complexifier, qui viennent rajouter du mystère et beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse au niveau de l'histoire. En attendant, c'est quand même toujours systématiquement une énigme avec un combat final. C'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais la tranche d'âge est respectée, J.K. Rowling a très, très bien ciblé son lectorat et pour le coup, Harry Potter est un succès mondial, donc c'est pas un hasard. Donc il s'en prend à un enfant concrètement, ça nous fait bien flipper. On se dit: «Si le mec, il est capable de tuer des parents pour toucher un enfant et que l'amour des parents les protégeait nanani nana», ça veut dire que c'est vraiment un méchant qui est vraiment très cruel et il est prêt à tout, en fait, pour pouvoir, avoir le pouvoir entre ses mains. Donc c'est ça qui nous fait peur avec Voldemort et c'est pour ça que c'est un très, très bon méchant. À partir du moment où, dans une histoire, on s'en prend à un enfant ou un chien, le méchant devient extrêmement méchant sur l'échelle de la méchanceté, il est au top du top. Donc au final, Voldemort, c'était vraiment pour moi un méchant, qui est craint à cause de ça. La 3e chose qui fait que Voldemort est très bon, bah, c'est son physique, hein. Franchement, la tronche de Voldemort, ben, clairement, c'est la tronche qui te fait le plus flipper au monde. Je pense que juste sa tronche, tu même pas besoin qu'il parle ou qu'il fasse quoi que ce soit, tu le mets dans une pièce mal éclairée, c'est bon, tu as compris que c'est le méchant. Donc en fait, il est extrêmement bien caractérisé. C'est un méchant qui est flippant, ne serait-ce que par, sa prestance et son physique. Donc c'est un personnage qui est très, très bien caractérisé. Voldemort, ça va être un personnage qui est difficile à cerner, difficile à capter aussi et donc ça va en faire un personnage un peu mythique dans l'esprit collectif de tout le monde à travers la réputation qu'il a, va devenir mythique également dans le monde réel, dans le monde concret, dans le monde du lecteur et non pas dans le monde du personnage. Et du coup, Voldemort, même s'il ne s'agit pas d'un personnage qui est complexe, reste un personnage qui est mythique. Et comment créer un personnage mythique et l'introduire? Eh bien, il faut faire comme dans Harry Potter. Il faut qu'il soit dans l'esprit collectif. Il faut que tout le monde en parle, qu'il y ait des rumeurs sur lui, que tout le monde essaie ou le craigne ou l'admire ou en tout cas, il faut quelque chose au niveau de l'esprit collectif. Ça permet d'une, de ne pas utiliser des flashbacks à répétition, à devoir expliquer le pourquoi du comment le méchant est et en fait, le pire dans tout ça, c'est que si on fait l'erreur de présenter le méchant trop tôt, on va casser une part du suspense de notre histoire et on va avoir en gros, 2 protagonistes dont un est un petit peu méchant qui vont finir par se rencontrer. Alors que le fait que le méchant reste très opaque, ça donne vraiment, au lecteur une raison de plus de suivre l'histoire pour pouvoir savoir en fait c'est qui cet homme dont on ne doit pas prononcer le nom. Il faut qu'on voit sa tronche. C'est un petit peu comme vous savez dans les films avec les aliens, où on les montre pas du tout et juste à la fin, on montre un peu sa tronche et là, tu es dégoûté parce que tu l'as vu 3 minutes, alors que pendant tout le film, tu avais une ils ont répété les actions pour qu'on ait une réputation de la chose. Donc, un corps éventré par là, des griffures par-ci et du coup, tu vois pas le monstre jusqu'à la fin. À la fin, tu le vois 3 minutes parce que ça coûte très cher de faire un monstre, sur tout le film et à la fin, tu es dégoûté parce que ça t'a tenu en haleine pendant X temps et au final, on te donne rien. Bah, c'est presque ça au niveau du livre. Bon, le but, c'est pas de rien donner au lecteur, mais de lui donner suffisamment pour qu'il ait à manger, mais de conserver cet esprit de: «Je te le montre 3 minutes, quoi». Je te mets des petits indices par-ci par-là pour que tu vois comment il est très méchant et je te montre à quel point sa réputation est rude et que tout le monde l'a en tête. Mais du coup, tu vas te demander tout le temps à quoi il ressemble ce type? Qu'est-ce qu'il fait ce type? Pourquoi il fait ça ce type? Et ça va nourrir quelque chose, ça va nourrir une frustration chez le lecteur. Et le but d'une histoire, n'importe laquelle, c'est de nourrir cette frustration pour récompenser à la fin. Donc toi, si tu passes ton temps à faire des flashbacks pour expliquer qui est le méchant, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut, quel est son passé, comment il en arrive à être méchant, et cetera, ça va venir gâcher ton mystère, gâcher cette frustration, puisque le lecteur aura sa réponse tout de suite. Et si tu lui donnes sa réponse tout de suite, il va se dégager du livre. En fait, ça va pas l'intéresser, ça va pas suffisamment susciter son intérêt. C'est un petit peu, il faut voir le lecteur un petit peu comme la relation homme-femme. En gros, si le mec il arrive et que la nana lui déballe toute sa vie d'emblée, il va dire: «Oh ça va, je la connais déjà, ça va être vite fait» et cetera. Alors que si la nana, elle résiste, elle lui lâche des petites informations de temps en temps pour qu'il reste intéressé, bah, ça va faire qu'il va lui courir après pendant X années. Donc au final, l'objectif, c'est vraiment de donner le moins d'informations possible sur le méchant. Ça dépend de l'histoire évidemment, mais vous observez bien que quelle que soit l'histoire, hein, même
Bella Swan dans Twilight, j'en ai parlé brièvement, j'ai dit que des merdes, mais bon, c'est pas grave. Bella Swan dans Twilight, clairement, Edward, c'est une tombe. On ne sait pas ce qu'il veut, il fait des grimaces, on ne sait pas ce qu'il a et du coup, ben, l'histoire, elle tient sur ce mystère-là, sur ce suspense-là, sur aussi la réputation d'Edward autour de Bella et c'est ça qui est intéressant à voir. Introduire son méchant, c'est aussi, cultiver sa réputation. Ça fonctionne extrêmement bien pour tenir un lecteur en haleine et en faire un, comment on dit ça? Turn page, je sais plus comment on appelle ça. En gros, le captiver et faire qu'il tourne les pages sans s'arrêter et qu'il ne peut pas aller dormir parce qu'il se dit: «Cette fois, je saurai ce qu'il a, je saurai ce qu'il est, je veux savoir» et cetera et pour le coup, il va pas endormir de la nuit, il va manger votre livre parce qu'il y aura eu cette frustration. Mettre en place la frustration, c'est une bonne façon d'introduire le méchant. Pour moi, le méchant, c'est vraiment la clé, de tout le suspense et de toute la frustration du lecteur. Donc il ne faut pas négliger son entrée. Plus il rentre tard et mieux c'est. Et puis surtout, il y a entrée tard et entrée tard. C'est pas il faut pas le parachuter le mec. D'accord? Mais c'est une question plutôt de distiller les informations suffisamment pour que le méchant, quand il rentre en scène, on dit: «Ah enfin, putain, je l'ai attendu celui-ci, j'ai lu tout ce temps juste pour voir sa tête, il y a intérêt à ce que ce soit lourd de lourd». Vous voyez? Donc voilà. C'était juste pour vous dire tout ça. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé d'une façon ou d'une autre, hein, de toutes les façons. C'est sorti, c'est l'épisode 3 de cette semaine, donc je suis très contente d'avoir eu cette question parce que je ne savais pas du tout de quoi j'allais vous parler aujourd'hui et puis je suis très contente en plus de commencer à intégrer des analyses dans mes podcasts parce que j'avoue que j'adore faire des vidéos d'analyse. Je ne vais pas vous le cacher, mais c'est des vidéos qui prennent extrêmement beaucoup de temps, qui me demandent, d'aller chercher des extraits par-ci par-là. Je suis pas forcément toujours au clair au niveau de la loi avec YouTube, mais bon voilà. En tout cas, c'est toujours marrant de le faire et j'adore, j'adore, j'adore revenir au podcast parce que c'est quelque chose que je fais naturellement, parler. C'est très facile pour moi. Autant me filmer, c'est déjà quelque chose parce que je j'aime pas forcément ma tête. Bon alors, je vais pas trop parler, faut pas qu'on m'insulte parce que wesh. Mais en tout cas, j'adore, j'adore, j'adore les podcasts, donc je pense que je vais continuer sur cette lancée. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé. Sache que je m'appelle Priska, je suis coach en écriture. J'accompagne à écrire, planifier, et éditer, et promotionner son livre. Toute la chaîne qui permet, d'écrire son roman, de la planification du scénario jusqu'à l'édition et la promotion. Et du coup, voilà, voilà, c'est tout. Si tu me connaissais pas, voilà, ça c'est fait. Et moi, je te dis à très bientôt, en tout cas plutôt à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. Ça fait déjà 3 semaines que je fais ça, c'est dingue. À très bientôt.